Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coast to Coast, le podcast de Tactica. Coast to Coast, c'est une toute nouvelle émission dans l'audiovisuel francophone qui débriefe toute l'actualité du basket belge. À mes côtés pour cette deuxième émission, Guillaume Zaracas. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Et Corentin Wilmo. Corentin, bonsoir. Bonsoir. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver toutes les 2 semaines pour débattre, animer et analyser notre passion pour la balle orange. Suivez-nous sur Spotify et YouTube et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de Tactica ainsi que sur notre groupe Facebook Coast to Coast Podcast pour réagir et poser vos questions. Au sommaire de l'émission du jour, on aura un bref retour sur le classement de l'Euromillions League, une large page consacrée évidemment au 20e sacre d'Ostende en Coupe de Belgique, un portrait de Dario Gergia, cette machine à titre depuis son arrivée à la côte et un entraîneur à succès aussi depuis son arrivée chez les Belgian Lions. Et notre invité du jour est évidemment Loïc Schwartz, de retour en équipe nationale. Il réalise un très bon début de saison et il vient d'être élu MVP de la finale de Coupe de Belgique. Coast to Coast, clap, deuxième, c'est dès maintenant et je cède la parole à Guillaume Zaracas qui va faire le point sur le championnat après presque 15 journées d'Euromillions League. Guillaume, la tendance, on peut le dire, elle est claire. On a 3 équipes qui devraient se disputer le titre cette saison, tandis que la bataille pour le top 8, elle fait rage déjà. Oui, voilà, en 2 semaines, il n'y a pas eu de gros renversements de situation et il ne risque pas d'y en avoir. On a 3 équipes, Mons, Anvers et Ostende, qui occupent le podium et qui devraient sans doute l'occuper jusqu'au terme de la saison. Voilà, ils ont tous les 3 essuyé un revers surprise la semaine dernière, ce qui prouve que les autres équipes ont des qualités à revendiquer. Mais sur la longueur et au niveau de la régularité, ce sont vraiment les 3 équipes qui sont un petit peu au-dessus. 2 victoires séparent ensuite la 4e de la 9e place. Donc ça prouve que c'est très très serré derrière et que toutes les rencontres seront primordiales jusque début mai. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Oui, tout à fait. Corentin, toi, tu es aussi d'accord? Moi, je suis d'accord avec ce que Guillaume vient de dire, mais toi, ton point de vue? Ouais, tout à fait. En haut du tableau, Mons et Anvers sont clairement au-dessus du lot. Pour compléter le podium, Ostende et Anvers sont clairement au-dessus du lot. Mons est mathématiquement favori pour finir troisième. Maintenant, en play-off, je me méfierais quand même d'équipes comme Kangaroos ou Alost. Enfin, pour le top 8, je pense que ça va être très très serré jusqu'au bout. Louvain vient de se renforcer et sera difficile à battre. Charleroi et le Brussels risquent de se battre pour la dernière place pour les play-offs. Ok, donc toi tu vois le Brussels et Spirou plus dans les dernières places. Les paris sont pris. On avait dit que ce serait un bref passage. Ben voilà, bref passage sur le championnat belge. Place évidemment à la Coupe de Belgique, la finale qui s'est déroulée ce dimanche au Palais 12. Et après 2 années sans pouvoir soulever ce trophée, ben Ostende, il le retrouve. Ostende s'est imposé sur le plus petit écart, 65-64 face à Malines. Les Côtiers, ils ont donc remporté leur 20e Coupe de Belgique, démontrant, on peut le dire, quand même leur ultra-domination sur ce basket belge à chaque fois aller chercher les titres. Guillaume ou Corentin, qu'est-ce que vous avez retenu de cette finale qui a été très riche en suspense? Je pense qu'on a eu une belle finale, on a eu de l'intensité, beaucoup de suspense. Un petit score, c'est souvent révélateur d'une finale de coupe où les deux équipes ont ce petit côté un peu stressé aussi, où voilà, c'est le dernier match avant de remporter un trophée. On veut évidemment pas le perdre. Je trouve qu'Ostende a eu du mal à rentrer dans la rencontre, aussi parce qu'ils n'étaient pas en réussite au shot. On a vu leur pourcentage, notamment à 3 points, qui dans le premier carton n'était pas bon. C'était sans doute la chance de Malines, mais au final, Ostende a fini par passer par expérience. Et je ne parle pas de la rentrée latérale de Djordjevic, mais bien par la différence dans le money time, alors qu'ils étaient menés de 7 points, si je ne m'abuse. Donc voilà, Malines doit être fier de son parcours. Ils ont réalisé un beau parcours, certes très court, ça c'est la loi de la Coupe de Belgique. En quelques matchs, on se retrouve en finale, mais ils n'ont pas démérité. Je pense que ce qu'ils ont proposé dans le troisième quart-temps en termes de résistance, c'était très sympa, surtout sur le plan défensif, avec une zone presque man-to-man très difficile à décortiquer. Et ils vont réaliser, je pense, une bonne fin de championnat, surtout si les artilleurs sont sortis. Donc voilà, une bonne surprise de Malines. Oui, tout à fait. Les artilleurs, on les connaît, Terry de Rover et Domien Loubry, notamment du côté belge. Ben, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que même Malines a mené de 8 points en fin de match. Moi, je trouve que Malines a clairement joué crânement sa chance.
et évidemment n'est pas passé loin de créer la grosse surprise. Mais c'est comme tu l'as dit, hein, l'expérience et le caractère des hommes de Dario Gergia, à l'image d'un Pierre-Antoine Gillet, on l'a vu dans le quatrième quart, il était complètement survolté et c'est ce qui donne du caractère à une équipe. Et je pense que c'est ça, l'expérience et le caractère qui ont fait la différence. Toi, Guillaume, qu'as-tu pointé de ton côté? Premièrement, je tenais à rappeler que ce qui a un peu rebattu les cartes de cette finale, c'était les nombreuses absences du côté d'Ostende. Boyce et Bratanovic blessés, Nakic qui n'est pas monté au jeu, Welsh et Silla qui reviennent de blessure et qui étaient diminués. Donc voilà, du côté d'Ostende, ça manquait de rotation, de diversité. L'effectif n'était pas au complet, sans quoi on aurait peut-être vu une autre rencontre. Mais c'est vrai qu'en dehors du poste 1, on a vu quasiment que des Belges sur le parquet, à peu de choses près. Et donc c'est aussi ce qui est appréciable et ce qui reflète la philosophie du club où on s'entoure des meilleurs Belges dans le championnat belge pour aller glaner les titres. Cette affiche inédite, elle n'était pas non plus grandement surprenante quand on se souvient du tirage au sort de départ qui a déséquilibré le parcours des deux finalistes. En évitant Anvers, Alost et Mons, Malines faisait presque office de favori dans son demi-tableau parce qu'au final, peu d'équipes dans notre championnat peuvent compter sur Furtz et Thompson comme 6e et 7e homme, ce qui reste quand même des joueurs de grande qualité pour notre championnat. Ouais, ouais, très clairement. Surtout que Jonas Furtz, il revient quand même à son meilleur niveau, hein. Le début de saison était assez compliqué après qu'il ait quitté le Brussels. Voilà, pour se mettre dans l'équipe de Malines, ça a été un peu compliqué. Mais c'est notamment son tir à 3 points de très loin en fin de troisième quart-temps qui a permis à Malines de repasser devant au meilleur des moments, hein, avant le quatrième quart. Et je pense qu'ils auraient pu aller au bout grâce notamment à ce tir qui a pu redistribuer les cartes. Et le match des Kangaroos en soi, qu'est-ce que tu en as pensé, toi Guillaume? Dans les esprits, tout le monde se disait il n'y aura pas de finale, Ostende va l'emporter facilement. Je pense que aussi bien les joueurs d'Ostende que leur coach ont remis les choses bien au clair en disant que c'était presque du 50-50. Voilà, Paul Vervaek, il avait établi un plan de jeu adéquat pour livrer une finale à suspense jusqu'à son schéma tactique sur la dernière rentrée. Voilà, tout s'est joué sur des détails. Trop de secondes chances concédées, plusieurs paires de balles préjudiciables. Voilà, ce n'est pas une défaite qui est due à la tactique ou aux grandes différences de qualité. C'est vraiment sur de petits détails qu'Ostende a pu se montrer efficace dans les dernières secondes. Et voilà, la gestion du money time, l'expérience des moments décisifs. On sait que Ostende connaît ça depuis des saisons. Et ils ont trouvé les ressources pour pousser, par exemple, Malines au terme des 24 secondes de possession à 2 reprises, récupérer une possession, créer des fautes très tôt dans le quatrième quart pour ensuite regagner la ligne des lancers francs, même si ce n'était pas avec une grande réussite lors de la finale. Mais je pense que pour une fois, il y a peut-être un bref moment de doute qui a dû s'installer dans les esprits ostendais. Donc voilà, le mérite revient à Malines, qui a pu rendre cette finale belle et disputée jusque dans ces dernières secondes. Ouais, très clairement. Merci Guillaume pour ton avis. Corentin, je pense que toi, tu as aussi quelque chose que tu veux ajouter. Cette finale a tenu toutes ses promesses, hein, on vient de le dire, mais toi, tu as quand même relevé un point négatif. Ouais, ce point-là n'est pas sur le terrain, il est en dehors, il est dans les coulisses. Pardon. C'est une nouvelle fois la RTBF qui me déçoit à ce niveau-là. Une finale de Coupe de Belgique de basket. Pour moi, ça doit se retrouver sur la RTBF. Je pense pas qu'il y avait quelque chose d'autre en termes de sport qui valait la peine d'être diffusé et qui aurait pris la primeur là-dessus. Mais j'ai pris du plaisir à le regarder sur Sporza. Sporza qui n'a pas hésité non plus à la mi-temps à montrer un gros résumé d'un match de D1 féminine entre Castor et Sainte-Catherine-Waver. Je pense que des images de basket féminin, on n'en voit quasiment jamais, à part quand c'est les Cats à la RTBF. Donc voilà, les chiffres montrent que le basket est un sport important pour les jeunes. Derrière les sports de combat, les sports extrêmes, c'est le sport qui est le plus intéressant pour les jeunes, notamment grâce à la NBA, qui est un très bon produit marketing aussi pour cette tranche d'âge. Et donc voilà, la RTBF, si elle nous écoute, on ne sait jamais, devrait peut-être penser à diffuser certaines rencontres. Oui, on espère donc qu'elle nous écoute. Je suis d'accord, hein, Corentin, en termes d'affiliés, d'ailleurs, le basketball, il se classe clairement dans le top 5 des sports en Belgique. Donc, c'est clairement incompréhensible de ne pas avoir une finale, même si elle n'opposait pas de club francophone sur la RTBF. C'était un peu dommage de ne pas avoir diffusé cette finale. D'ailleurs, suite à cette finale,
Notre invité du jour, ben, c'est Loïc Schwartz. Loïc, du haut de ses 28 ans, il est dans la forme de sa vie. On peut clairement le dire. Il est revenu à son meilleur niveau. Élu MVP de la finale de la Coupe de Belgique, il vient également de signer un retour remarqué en équipe nationale avec les Lions. Loïc, tout d'abord, déjà, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Et petite question toute simple, ben, comment te sens-tu après cette finale riche en rebondissements? Bonsoir à tous. Je pense que on peut pas définir un sentiment comme ça. Pouvoir gagner dans une équipe, je l'espère à n'importe quel sportif, parce que je pense qu'on fait tous du sport, on aime tous jouer, mais à la fin, pouvoir glaner des trophées, c'est le meilleur sentiment qu'on puisse avoir. Ce sentiment, justement, on a peut-être imaginé qu'il n'arriverait pas. Quand Jito Kock fait 51-59 à 5 minutes du terme, dans la tête de beaucoup de téléspectateurs, c'était sans doute, tiens, Malines est peut-être sur la bonne voie. Allez, comment mentalement et collectivement, au stand, trouve toujours un moyen de s'en sortir, de se relever dans des moments plus compliqués en fin de match comme ça? C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu quand même quelques moments de doute, il ne faut pas se le cacher. Mais quand on a des leaders comme Dusan Djordjevic et Dario Gergia, qui ont quand même connu beaucoup de batailles, beaucoup de matchs serrés, le fait de nous remotiver et nous dire que le basket, ça peut aller vite d'un côté et vite de l'autre, je pense qu'après, ça nous a remotivés, nous a donné un second souffle. Et un gars comme Pierre-Antoine qui amène beaucoup de caractère et beaucoup d'envie et qui a aussi beaucoup d'expérience, nous a poussés vers la victoire. Habituellement, c'est aussi le public qui peut tenir ce rôle de pousser vers la victoire, faire réagir. Toi qui as déjà joué ce genre de rencontre devant des milliers de spectateurs, est-ce que cette finale à huis clos, tu l'as vécue autrement? Est-ce qu'on perd un peu de vue l'enjeu qu'a la rencontre sans toute cette atmosphère autour de soi? Je dirais qu'au début du match, c'est vrai que quand tu arrives dans la salle et que tu vois déjà tous les supporters qui se poussent, qui se chambrent un peu des deux côtés, ça, c'est complètement différent. Mais dès qu'il y a l'enjeu et que tu es à côté, tu es en train de jouer et que tu vois le trophée juste à côté de toi, là, tu oublies le fait qu'il n'y a pas de fans ou qu'il manque des supporters. Tu veux absolument prendre ce trophée. Parce qu'en même temps, c'est pour ces fans qui ne sont pas là qu'on le fait. Tout à fait. Et messieurs, je suis sûr que vous ne me contredirez pas, mais on ne peut pas parler de ce nouveau succès des Ostendais, des Côtiers, sans parler de leur entraîneur, évidemment, Dario Gergia. Pour Dario Gergia, on va parler chiffres, hein. Il a entamé sa 11e année à la tête du navire ostendais et c'est déjà la 7e Coupe de Belgique remportée. Elle vient s'ajouter à son palmarès à côté des 9 titres de champion de Belgique. À se demander, Guillaume, si cette suprématie, elle prendra fin un jour, hein. Un jour, sans doute, mais il semble bien lointain. Je pense que la Beneligue va leur permettre à Dario Gergia de se fixer un objectif supplémentaire, encore un trophée à aller chercher. Donc voilà, mais ce que je retiens aussi de cette finale, c'est que la passion de Dario Gergia, elle n'a pas changé d'un poil malgré que les titres s'enchaînent. On constate parfois que dans le sport, on peut constater une forme de suffisance des grands champions, une perte d'enthousiasme, une recherche de nouveaux défis. Voilà, lui, il est là depuis des années et il a vécu cette finale comme sa première. L'énergie débordante qu'on lui reconnaît et il a fini avec la larme à l'œil dans les bras de son staff et de ses joueurs au coup de sifflet final. Loïc, cet esprit de compétition, cette culture de la gagne, elle est unique et communicative chez Dario Gergia. C'est vrai qu'elle est unique. J'ai jamais connu un coach qui voulait autant gagner. Il y a même des joueurs qu'on dit gagnants qui ne rivalisent même pas à quelques pourcents de Dario Gergia. J'ai une petite anecdote. On jouait à ma première année à Ostende. On jouait en Coupe de Belgique contre une des deux. Je pense que c'était Oettalen. On gagnait de 40 points. Et je pense que l'équipe en face a marqué peut-être 4 paniers d'affilée sans qu'on marque. Et je l'ai entendu crier sur nous à un point que je me disais que je pensais qu'il nous avait rattrapé alors que c'était toujours 30 points d'écart. Mais le gars voulait tellement gagner et est tellement fan de perfection, de détails, que du coup, tu ne peux pas te relâcher à un seul moment. Et c'est à ce moment-là qu'on reconnaît les grands coachs et les gagnants. Si on retrace ton parcours qui t'a mené jusqu'à Ostende, précédemment, on se souvient de ton passage de 3 saisons à Charleroi. Voilà, tu as connu quelques blessures. Tu n'avais peut-être pas franchi le cap tel que tu souhaitais le franchir après Pepinster. Cette opportunité de rejoindre l'équipe dominante du championnat, tu l'as qualifiée comment à l'époque quand tu as eu cette offre? C'était pour toi une chance, un espoir caché, quelque chose de logique? En fait, à la base, moi, je me sentais bien à Charleroi, même si j'ai eu beaucoup de pépins physiques. C'était parce que quand j'étais petit, j'allais souvent voir les Spirou jouer. Et ma mère a joué aussi au Spirou, chez les femmes. Donc, j'ai toujours été un
un gars qui allait voir, un jeune garçon qui allait voir les Spirou. Donc pour moi, c'était une évidence de pouvoir rester. Puis après, avec l'ancien manager qui me faisait comprendre un peu que vu la façon dont on jouait, il ne voulait pas trop me garder. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah, ok, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et j'ai eu la chance que Dario me contacte. Et à ce moment-là, ben, comment refuser l'offre de la meilleure équipe de Belgique qui envoie tous ces Belges à l'étranger à la fin? Je pense qu'on ne peut pas refuser. Et surtout, le plus important, c'était ma progression parce que je ne voulais pas m'arrêter à. J'avais 26 ans, je voulais pas 25 ans, pardon. Je ne voulais pas m'arrêter et me dire, ah oui, je suis un produit fini, j'ai dit arrêter de progresser. Alors j'étais voir le coach qui est entre guillemets le meilleur formateur du championnat. Bon, son côté formateur, il fait partie du personnage. Une autre facette, c'est voilà, on sait à quel point il peut être dur dans son regard et ses propos au cours d'un match, on l'a encore vu hier. Est-ce que mentalement, tu as dû t'adapter, encaisser les coups plus que jamais à tes débuts à Ostende? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de bas au stand, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter. Je ne pense pas que je suis arrivé avec la meilleure des mentalités, même si j'ai toujours travaillé dur. De ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Mais quand on arrive au stand, on se dit, ah oui, ça va être facile, tout roule parce qu'ils gagnent facilement. Non, là-bas, on travaille tellement dur, les gens ne se rendent pas compte. Ils voient juste la partie titre, trophée, mais à l'entraînement, j'ai jamais vu un entraîneur qui nous pousse autant. Peut-être qu'il est super dur, mais à la fin, il veut que notre bonheur, il veut que notre performance et notre progression. Ouais, qu'est-ce que tu as appris au final à son contact de sa vision du basket? Que seul le travail paye. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Loïc, au moment de recevoir le trophée de MVP, c'est Dario Djirja qui te le donne. Est-ce qu'il te dit deux, trois mots et qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Il m'a parlé parce qu'il m'a dit, en fait, cette saison, on avait joué contre Mons, le match retour, et il m'avait descendu dans le quatrième quart-temps et j'étais un peu énervé sur moi-même. Et il voulait me parler absolument et évidemment, j'ai fait un peu le colérique, je suis resté dans mon coin, je ne voulais pas trop parler. Et donc, il s'est passé à peu près le même scénario à la finale où en quatrième quart-temps, il m'a changé. Et à ce moment-là, j'ai réagi de manière différente parce qu'il m'avait déjà fait le reproche la dernière fois. Et donc, quand il m'a remis le trophée, il a dit, voilà, tu vois, c'est ça la différence, c'est pour ça que tu as eu ce trophée, parce que tu as progressé dans ton approche mentale au match quand je t'ai changé et tu as réussi à passer au-dessus de ça. Et c'est grâce à ça qu'on a pu gagner. C'est aussi un aspect qu'on retrouve chez lui qu'on ne pourrait pas connaître vu de l'extérieur. Il y a ce côté humain qui est bel et bien présent. C'est vrai que c'est une personne très, très humaine, très authentique. Je pense qu'on le juge surtout sur ses sautes d'humeur, sur le fait qu'il se peine tout le temps sur les arbitres. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il veut tellement gagner qu'il n'y a plus rien il y a rien d'autre qui peut passer au-dessus de ça. Il veut tellement gagner, tellement pousser, tellement aller le plus loin possible que des fois, ça choque les gens, ça perturbe les gens. Mais il fait tout ça pour nous, parce qu'il veut se battre pour nous, parce qu'on travaille tellement dur tous les jours qu'à la fin, c'est comme un grand papa pour nous et qui donne le maximum pour tous ses joueurs et qu'on essaie de le rendre du mieux possible. Tu parlais du fait que voilà, tu avais 25 ans quand tu arrivais au stand et tu voulais encore progresser. Les faits sont là. On te connaissait comme un grand défenseur à l'époque. Maintenant, tu sembles devenir une priorité aussi sur le plan offensif, en recevant les premiers, les derniers ballons des phases tactiques. Tu te diriges de plus en plus vers un rôle de leader dans ce groupe. C'est ce que tu ressens aussi? C'est vrai que en D1, c'était beaucoup plus dur, je pense, que maintenant pour un jeune. Donc, pour faire notre place, il fallait absolument être bon défensivement parce qu'on n'avait pas le droit à encaisser un panier, je dirais. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à faire mes armes défensivement pour intégrer un effectif D1. Et puis, au fur et à mesure, les années sont passées. Je suis devenu de plus en plus ancien dans l'équipe et mon rôle a grandi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à plus m'affirmer offensivement. Peut-être un petit mot sur l'autre leader de ce groupe aux côtés de Dario, c'est Djordjevic. Ils sont vraiment dans le même état d'esprit pour pouvoir travailler autant de saisons ensemble et gagner tous ces titres à deux finalement. Je pense qu'ils sont quand même fortement opposés. Quand on les voit, on a l'impression que ce sont les mêmes. Mais Dusan est quelqu'un de beaucoup plus cool, il est beaucoup plus à l'aise, il est beaucoup plus proche. On ne veut pas dire proche de nous, mais plus compréhensible avec nous. Par exemple, le coach, il va garder quand même cette distance coach-joueur, même si en dehors du terrain, il peut être très proche. Mais Dusan, il va être plus là comme un grand frère, je dirais. Genre le grand frère qui nous aide, qui
qui nous dit « Ah, ça va aller, t'inquiète, t'en fais pas ». Même si on ne le voit pas, même s'il a sa façon à lui de le dire, c'est toujours pour notre bien aussi. Et je pense que comme leader, on peut pas demander plus parce qu'il nous pousse tellement aussi à sa manière qu'après, on veut tous se battre pour eux, quoi. Après ce passage consacré à Dario Gergia, Corentin, il va nous parler de nos expatriés. Et cette semaine, le focus, il est placé sur nos Belges évoluant dans l'Hexagone. Ouais, tout d'abord avec Hans Van Wijn, qui venait de battre l'Asvel, une grosse performance de son équipe de Dijon. Il réalise une super saison. Malheureusement, Hans vient de se blesser au péroné et il sera indisponible 4 semaines. On a aussi la défaite de Daniel Goethals, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis un peu plus d'un mois, officie du côté des Sharks, où il a signé un contrat sur 3 ans. Les Sharks d'Antibes se battent pour rester en Pro B. C'est un club pas légendaire, mais c'est un club important en France. Et donc, il a un fameux challenge là de garder cette équipe en Pro B dans les semaines qui viennent. En parlant de l'Asvel, d'Ismaël Bako, ils sont passés par la petite porte en Coupe de France contre le Valois, 74-73. Ils se qualifient donc pour les demi-finales. À noter que cette semaine, ils vont jouer contre le Real Madrid et c'est très très serré en Euroleague pour se qualifier pour le top 8. Donc, ça sera un match qui vaudra la peine d'être vécu. Khalid Boukichou et Serge Krefker ne sont pas passés loin de l'exploit face à Limoges. Limoges qui jouera d'ailleurs contre l'Asvel en demi-finale de la Coupe de France. Mais ils se sont inclinés 72-65. Enfin, Julie Allemand et Thibaut Petit se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France en battant Bourges sur le score de 70-78. C'était la première défaite de Bourges cette saison. Alors Loïc, j'ai une question pour toi. On vient d'évoquer ici essentiellement les Belges évoluant en hexagone. Est-ce que dans les prochaines années ou même les prochains mois, tu ne vas certainement pas me dire comme ça, mais tu envisages de partir à l'étranger, de connaître autre chose dans ta carrière ? Je pense que l'objectif de tous les joueurs, enfin de sport, entre guillemets, de sport, hein, veulent tous aller le plus haut possible. Et si j'ai l'opportunité d'aller dans une meilleure équipe, meilleur championnat, bah, pourquoi pas. Bon, faut pas juste se dire il faut partir pour partir, mais si il y a une bonne situation, parce que faut pas oublier qu'à Ostende, on joue le titre chaque année et on joue la Champions League. Donc, ce sera vraiment si c'est une bonne situation pour moi. Et quel club ou quel championnat te ferait rêver ? Club rêvé, j'aime bien Milan. Mais sinon, championnat, j'ai toujours bien joué contre des équipes françaises, donc je pense que ça me conviendrait bien. Sinon, un peu comme tout le monde, l'Espagne, c'est quand même bien. Le championnat espagnol est relevé. Il y a aussi pas mal de joueurs belges qui évoluent là-bas, qui ont évolué là-bas. Et ce week-end, d'ailleurs, Quentin Seron a fait un bon match avec Bilbao. Malheureusement, Bilbao s'est incliné contre Baskonia. Ici, on va plutôt parler d'autre chose. On va revenir un peu dans le passé et pas se projeter dans le futur. Par rapport au centre de formation, on sait que tu es l'un des premiers joueurs à être sorti du centre de formation et à devenir pro. Quel est ton regard sur l'évolution du centre et sur toi, ta formation et ton passage du côté de jambes ? J'avouerai que je ne suis pas plus trop le centre de formation. Depuis 2-3 ans, sinon un peu les années un peu après moi, j'ai quand même suivi parce que j'ai vu des premières années qui sont arrivées quand c'était ma dernière année. Et sinon, mon expérience à moi a été très positive. Hein. Ça te prépare déjà au monde pro. Tu t'entraînes tous les jours, une fois minimum par jour. Donc, parce que si tu viens d'un club, on va dire plus petit, qui n'a que 3 entraînements par semaine, puis tout d'un coup, tu commences à une charge de travail 2 fois par jour, je pense que tu es complètement cramé. Alors que là, il te conditionne à une mentalité pro, à une hygiène de vie pro. Même au-dessus des pros, parce que là, on est suivi, notre alimentaire est suivi, on fait des prises de sang, on check chaque semaine médicale. Je pense que c'est même plus poussé que certains endroits, certains clubs pro. Donc, j'imagine, je pense même que pour les jeunes, en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui rivalisent. Et tu compares des fois avec des coéquipiers à toi qui sont sortis d'autres centres de formation. On sait que le Ostende travaille beaucoup avec le Real Madrid et autres. Est-ce que tu discutes des fois de ça avec Mario Nakic sur comment la formation évolue, ce que vous avez fait par le passé, votre parcours ? C'est vrai quand je demande des questions, mais bon, on ne va pas comparer Madrid avec le centre parce que déjà, le moyen qu'ils utilisent,
les moyens utilisés est quand même vraiment c'est même plus haut qu'un club belge. Donc, les jeunes espoirs de Madrid ont déjà des moyens beaucoup plus élevés que les nôtres. Ils sont suivis à un point qu'on ne peut pas imaginer. Donc, je pense que c'est un gros avantage pour eux. Mais pour nous, franchement, ce qui est fait, je conseillerais quand même à tous les jeunes, s'ils ont la possibilité d'aller à Jambe, en tout cas, si c'est de faire former en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent au moins rivaliser un minimum. Et comment se passe l'intégration des jeunes au stand via leur centre de formation? Vous entraînez beaucoup avec les joueurs de la deuxième équipe. Comment ça se passe en général? Les jeunes, il y a un groupe de 6 à 7, 7 jeunes qui s'entraînent avec nous tous les jours. Donc, ils sont vraiment intégrés pour pouvoir faire la transition D2 puis arriver en D1 et signer un contrat, parce qu'on sait qu'au stand, leur marque maintenant, c'est Talent Factory. Donc, les jeunes deviennent de plus en plus importants parce qu'on sait que maintenant les moyens en Belgique sont complètement diminués. Et Dario et au stand prouvent que faire confiance aux jeunes, ça marche. Merci Loïc. Une dernière petite question. Là, maintenant, on retourne dans le futur. Après ta carrière de basketteur, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu souhaiterais rester dans le basket ou il y a d'autres choses qui te plairaient? Je ne pense pas que je me verrais dans le basket. La seule chose que je pourrais faire dans le basket, c'est peut-être aider les plus jeunes, comme j'aurais aimé être aidé quand j'étais plus jeune. Donc, pourquoi pas avoir des conseils ou avoir des entraînements individuels, ils seront toujours bienvenus. Mais sinon, personnellement, je pense que je me lancerai dans l'audiovisuel comme mon père. Évidemment, dans tous les cas, avant de penser à cette après-carrière, on va évidemment continuer à profiter de tes années sur les parquets. Loïc, petite séquence habituelle dans Coast to Coast. On t'a préparé quelques questions dilemmes. Comme AJ, il y a 2 semaines, tu as droit à un joker. N'hésite pas à commenter ton choix. Et est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, alors, défendre ou attaquer? Attaquer. Rebond ou assist? Assist. NBA 2K ou FIFA? NBA 2K. Dario Gergia à Ostende ou Dario Gergia en équipe nationale? Équipe nationale. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Cristiano. Jouer en NBA ou jouer en Euroleague? NBA. Être meilleur marqueur du championnat ou être meilleur défenseur du championnat? Meilleur marqueur. La côte belge ou Lyon-Waterloo? Le Lyon, hein, c'est ma ville. Évidemment. Remporter une finale à huis clos ou perdre une finale dans une salle sold out? Gagner, sûr. Te faire contrer par ton meilleur ami ou prendre un poster de ton meilleur ami? Je pourrais me faire contrer. Merci beaucoup Loïc pour ta participation et toutes tes réponses. On te souhaite évidemment une bonne soirée et on te félicite encore pour ce nouveau trophée. Merci beaucoup. Coast to Coast, il se termine ici. Une deuxième émission riche en chroniques et en débats. Vous pourrez la réécouter sur les réseaux sociaux de Tactica ainsi que sur Spotify et YouTube. Ce deuxième podcast, il aura notamment fait la part belle à l'hégémonie d'Ostende depuis 10 ans sur le basket belge. Je tenais à remercier à nouveau Loïc Schwartz pour sa disponibilité et c'est avec joie que j'ai pris part à cette émission Coast to Coast en compagnie de Guillaume Zaracas et Corentin Wilmo. Merci à vous. On se retrouve toutes les 2 semaines pour de nouvelles aventures sur le basketball. Ciao.